Donc, bonjour et bienvenue donc dans ce webinaire destiné à la vaccination contre les virus hivernaux. Donc, ce webinaire s'inscrit dans une série que l'on fait au fil de l'année en lien avec tous les acteurs de la vaccination de la région Centre-Val de Loire. Donc, il y a effectivement la semaine européenne de la vaccination en avril. On a eu déjà un premier webinaire sur la prévention par immunisation ou vaccination pour le VRS pour les nourrissons, notamment début septembre. Et donc là, l'idée de cette thématique, c'est vraiment d'avoir une piqûre de rappel collective avant le lancement officiel de la campagne de vaccination grippe et Covid, donc qui est prévu le 14 octobre, et donc d'avoir une série de rappels. Donc dans l'ordre du jour, on reviendra, et c'est notamment Santé publique France qui le fera, sur l'impact des dernières épidémies. C'est toujours bon de se remettre en tête ce qui s'est passé l'année dernière et quels enseignements on en tire. On évoquera également avec le docteur Saleras du centre de vaccination du Cher la vaccination contre le VRS chez le sujet âgé. Donc, je vous disais que pour les nourrissons, on avait traité ce sujet début septembre au lancement de la campagne le 1er septembre. On parlera ensuite de la vaccination antigrippale chez le sujet âgé avec le docteur Rigdo, donc du centre de vaccination du Loir-et-Cher. On évoquera ensuite la vaccination contre le Covid, notamment les populations à cibler avec le docteur Effa du centre de vaccination du Loiret. Et puis enfin, on terminera par la vaccination des professionnels, notamment les recommandations, freins, leviers et les actualités. Donc ce webinaire vraiment dans l'idée de repartager des connaissances scientifiques que l'on peut avoir, quelles sont l'actualité, comment surtout on se prépare pour la campagne de vaccination de cet hiver. Donc voilà un petit peu dans les grands points. Donc je vais pas être beaucoup plus long. On a clairement un enjeu de nous mobiliser collectivement pour effectivement que ces campagnes le soient le plus efficace possible en termes de personnes cibles à vacciner. Et du coup, c'est pour l'Agence régionale de santé un temps important, avant le lancement de la campagne pour une mobilisation dans la région Centre-Val de Loire. Donc, sans plus tarder, on va vous partager donc je rappelle les règles. Vous pourrez intervenir pour poser des questions, utiliser le chat si vous le souhaitez au fur et à mesure des interventions. Et du coup, la première intervention va être sur le retour sur l'impact des dernières épidémies avec un point épidémio par Santé publique France. C'est notamment Mathieu Rivière qui va faire ça. Le temps de partager la présentation. Et Mathieu, c'est à toi. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Mathieu Rivière, donc je suis épidémiologiste à la cellule régionale de Santé publique France du coup au Centre Val de Loire. Et du coup aujourd'hui je vais vous parler un petit bilan des épidémies hivernales de la saison dernière. Donc on va commencer tout de suite. Donc en fait, je voulais déjà vous faire un point assez global sur les IRA un peu tout confondus. Donc essentiellement, on a du coup la grippe, bronchiolite et le Covid. Donc pour ce qui est des IRA, tout type confondu, donc aux urgences hospitalières, sur la période hivernale, donc c'est semaine 40 à semaine 15, donc ça début octobre jusqu'à début avril. On a eu près de 20 000 passages sur la région aux urgences. Donc on peut voir là sur le graphique ici qu'il y avait à peu près qu'on a eu 2 pics sur la saison hivernale 2024-2025. Donc le premier qui était ici en semaine 1. Donc là il correspond en fait à la fin de la période épidémique du coup de la bronchiolite et au début de la période de plus forte activité grippale. Et ensuite, on a un second pic d'IRA, du coup, plus en semaine 4, là qui correspondait essentiellement à l'activité grippale. Sur cette même période, on a eu 6500 hospitalisations suite à un passage aux urgences et avec un pic qui était particulièrement plus élevé du coup pendant, des proportions particulièrement plus élevées pendant le pic de la grippe.
Pour ce qui est de la médecine de ville, donc là c'est les données du réseau Sentinelle. Donc on voit qu'on a une activité qui a commencé à augmenter à peu près vers début novembre pour atteindre après un pic en semaine 4. Et donc là aussi le pic correspond à l'activité grippale. Et quand on regarde par rapport à la saison précédente, on voit du coup une activité qui est à peu près comparable. Il y a un écho, je ne sais pas s'il y a un micro qui est ouvert quelque part. Ouais. On peut fermer les micros parce que... Ouais, c'est bon. Et oui, donc je disais, donc une activité qui est à peu près comparable à la saison précédente. C'est vrai que c'est la courbe qui est en bleu foncé, saison précédente, mais avec quand même une activité plus importante au moment du pic par rapport à la saison dernière. Donc là, je voulais vous faire aussi un petit focus sur les 65 ans et plus. Donc là, sur ce graphique, là, c'est le taux de passage aux urgences donc pour IRA, donc chez les 65 ans et plus en région Centre-Val de Loire. Et ce qu'on peut voir, là, on a également deux pics d'activité. Donc un premier qui est plus en début de période hivernale, donc en semaine 40, pleine de surveillance. Là, qui correspondait plus à une activité Covid qui était plus importante à cette période-là. Et le second pic, là, il est en semaine 1. Du coup, elle correspond du coup à une augmentation d'activité plutôt grippale, et là, essentiellement chez les personnes âgées. Donc, on verra plus tard sur la grippe, en fait, on avait eu un fort taux de passage pour les personnes âgées en début d'année, puis quelques semaines plus tard, du coup, il y a eu le second pic. Donc, ça, on le verra tout à l'heure. Et pour ce qui est des hospitalisations après passage aux urgences, pour IRA, donc toujours c'est 65 ans et plus, là on voit du coup une évolution similaire du coup au taux de passage aux urgences, avec un premier pic du coup voilà, en début de saison du coup plus Covid, et deuxième pic du coup en début d'année, et là du coup plus axé sur la grippe. Et on remarque qu'on a une activité qui est quand même légèrement supérieure du coup à la saison précédente, donc c'est la courbe qui est en rose, mais par contre on est un peu inférieur du coup à 2022-2023, mais là du coup on avait des taux, à ce moment-là on avait des taux de passage aux anges pour Covid qui étaient plus importants aussi. On voulait également vous parler des épisodes d'IRA en ESMS, donc durant la saison précédente. Donc là sur l'ensemble de la saison, donc de semaine 40 à semaine 15, on a eu 209 épisodes de cas groupés d'IRA en ESMS, et la majorité c'était dans les EHPAD, donc on a 197 en EHPAD. Du coup ça correspondait à 2888 cas chez les résidents, dont 109 hospitalisations et 114 décès. Et pour ce qui est des membres du personnel, on a eu 533 cas du coup liés à ces épisodes. Donc comme on peut voir sur la courbe, on a un pic d'activité qui était en semaine 52 et qui est principalement lié au virus grippaux. Donc là, le virus grippaux, c'est ceux qui sont en bleu. Et on voit aussi qu'il y en a pas mal aussi d'épisodes avec plusieurs étiologies, et notamment dans les étiologies, il y a quand même souvent aussi les virus grippaux qui reviennent. Et de manière globale sur la saison, voilà, on voit qu'on a deux étiologies principales, donc le Covid du coup qui était quand même plus en début d'année, plus en début de saison, et ensuite la grippe, voilà, plus en début d'année. Ensuite, donc pour ce qui est de la virologie, donc là, juste pour présenter quelques résultats sur les prélèvements respiratoires effectués en Centre-Val de Loire. Du coup, c'est des prélèvements qui viennent du réseau rénal, donc c'est les labos hospitaliers. Donc, ce qu'on peut voir pour ce qui est de la grippe, c'est qu'on a une circulation en fait majoritaire de grippe A, mais avec co-circulation de 3 virus grippaux tout au long de la saison. Donc, on avait du AH1N1, du AH3N2 et aussi de la grippe B. Donc c'est quelque chose qui est assez inhabituel d'avoir les 3 virus qui co-circulent tout au long de la saison. Généralement, voilà, il y en a un, puis après c'est un autre qui prend la place. Donc là, cette année, on avait un peu ce phénomène qui était différent des autres années. Et ce qu'on peut voir en termes de taux de positivité, donc sur l'ensemble des prélèvements effectués, qu'on avait donc un pic de positivité du coup en semaine 4, du coup, ce qui correspond aussi au pic d'activité de la grippe. Mais aussi, on a quand même une positivité qui est assez importante sur une longue, sur une période assez longue en fait. Pour ce qui est du VRS, donc voilà, qui est principalement l'agent en cause pour la bronchiolite, ce qu'on peut voir, c'est qu'on avait une augmentation des taux de positivité qui était assez tardive par rapport aux 2 saisons précédentes. Donc là, on voit que pour les 2 saisons précédentes, c'était une augmentation qui commençait vraiment
en début de période hivernale, donc semaine 40. Et là, pour la dernière saison, on était plus vers semaine 44, donc un mois plus tard quand même que les 2 saisons précédentes. Et aussi avec des taux de positivité qui sont quand même un peu inférieurs du coup aussi aux 2 saisons précédentes. Et enfin, donc pour ce qui est du Covid, là on avait un taux de positivité qui était plus élevé en début de saison. Enfin, c'est un peu ce qu'on a vu depuis le début là, que on avait une période d'activité plus importante à ce moment-là. Et après, ça a diminué progressivement pour avoir un taux là, assez bas sur l'ensemble du reste de la saison. Et quand on regarde par rapport aux 2 saisons précédentes, on a des taux qui sont aussi inférieurs. Et juste pour votre information, les variants qui circulaient majoritairement en France pendant la dernière saison, c'était les variants LP.8.1 et LF.7. Bon voilà, c'est assez précis, mais voilà, c'est des sous-variants du variant JN.1 qui était un peu plus répandu aussi avant. Aussi, on voulait vous faire un petit point sur la vaccination, sur la couverture vaccinale du coup lors de la période de la dernière saison. Donc ce qu'on peut voir là, c'est qu'on a pour les 65 ans et plus, on avait une couverture vaccinale qui était de 56% sur l'ensemble de la région. Donc on est légèrement supérieur du coup au taux à la couverture nationale. Et on voit que par rapport à la saison dernière, c'est en légère diminution, mais ça reste quand même plutôt stable. Mais on voit qu'on est quand même aussi encore bien inférieur aux objectifs qui est de 75%, donc chez les personnes à risque. Donc là, ouais, on est juste à 56%. Et au niveau des différents départements, on voit que c'est quand même assez homogène, peut-être excepté l'Indre qui a quand même des taux qui sont légèrement inférieurs aux autres départements. C'est quoi l'Indre, c'est plus vers les 50, une couverture vaccinale à 50%, alors que les autres départements se situent entre 54 et 58. Et ça, on voit ça pour les différentes classes d'âge. Après, ce qu'on peut voir aussi, malgré le fait qu'on est en tous objectifs, c'est qu'on a quand même une augmentation de la vaccination du coup avec l'âge. C'est que c'est dans la tranche d'âge des 65-74, on était plus aux alentours de 50% et on passe à plus de 60% pour les 75 ans et plus. On voulait également vous parler d'une enquête du coup qui est faite du coup dans les EHPAD pour estimer la couverture vaccinale. Donc là pour la grippe, sur la saison dernière, on avait une couverture de 80% des résidents et pour les professionnels, elle était de 20%. Donc là aussi, l'étude montrait qu'il y avait quand même une grande hétérogénéité en fonction du type de professionnel. Notamment, c'est qu'on avait des taux qui étaient quand même plus élevés chez les médecins, qui étaient plus dans les autour de 50%, que chez, par exemple, les aides-soignants, qui étaient plus autour de, si je me rappelle, 15% à peu près, on va dire, dans ces eaux-là. Et pour la Covid, du coup, cette même enquête, du coup, a pu estimer aussi des couvertures en EHPAD. Donc là, on avait 69% des résidents qui étaient vaccinés et une couverture vaccinale pour les professionnels qui s'était autour de 6%. Et là aussi, avec une forte hétérogénéité en fonction des types de professionnels. Donc là, pour les médecins, on était aux alentours de 30%. Et aussi, pareil, des taux qui étaient quand même plus faibles chez les aides-soignants qui étaient là autour de 3%. Ensuite, donc aussi vous donner un peu quelques informations sur les cas graves admis en réanimation. Donc ça, c'est des données qui sont issues d'une surveillance Sentinelle. Donc en fait, il y a deux établissements qui fournissent des données donc sur les cas graves qui sont admis en réanimation. Donc c'est le CHU de Tours et Orléans. Et l'objectif de cette surveillance, c'est vraiment de voir les caractéristiques de ces cas et pas vraiment de suivre l'évolution du nombre de cas. Donc vous voyez, on a quand même des effectifs qui sont assez faibles, donc c'est qu'on peut pas trop suivre l'évolution là-dessus. Mais voilà, pour la grippe, on peut voir qu'on avait un sexe ratio du coup homme-femme qui était à 1,13, donc voilà, c'est à peu près une proportion équivalente pour les deux. On avait quasiment 50% qui avaient plus de 65 ans et 71% qui présentaient une comorbidité. Et pour la Covid, donc là, dans les effectifs qui sont quand même beaucoup plus faibles, on est que sur 10 fiches pendant la saison. Là, on avait une proportion d'hommes qui était quand même plus importante, avec un sexe ratio qui était à 2,3. 70% des personnes avaient plus de 65 ans et plus de 90% présentaient une comorbidité. Et aussi, alors on voulait vous parler un peu de la mortalité. Donc ça, c'est les données de mortalité issues de la certification électronique. Donc juste pour information, dans la région, on a à peu près 50% des décès qui sont certifiés électroniquement.
Et là, ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est qu'on avait une part de décès qui était plus importante pour la Covid en début de saison. Et puis après, du coup, c'est plus la grippe du coup qui a été le plus représentée. Et au total, sur la région, donc on avait eu 166 décès certifiés électroniquement pour la grippe et 134 pour la Covid. Et pour finir, on voulait vous faire un petit focus plus sur la grippe, parce que cette année, l'épidémie de grippe a été assez forte. Donc là, pour ce qui est donné aux urgences hospitalières, donc sur la période hivernale, on a eu près de 6500 passages aux urgences, dont quasiment 900 qui sont suivis d'une hospitalisation. Comparé aux saisons précédentes, on a eu des indicateurs qui étaient les plus élevés parmi les 6 dernières saisons. Donc les indicateurs, c'est soit la part de passage aux urgences et le nombre d'hospitalisations après un passage aux urgences. Et là, pour la grippe, on peut identifier 2 pics. Donc un premier, du coup, en semaine 1, là, comme vous avez évoqué tout à l'heure, mais qui concernait plus les personnes de 65 ans, 65 ans et plus, et pour lequel, du coup, il y avait un taux d'hospitalisation après passage qui était très, très fort. Donc on peut voir sur le graphique en dessous. Et on a un second pic en semaine 4, qui là concernait plus les moins de 15 ans, et particulièrement aussi les moins de 5 ans. Parce qu'on avait un taux vraiment très élevé chez les moins de 5 ans, mais avec des taux d'hospitalisation après passage qui sont quand même un peu plus faibles, même s'ils restent très élevés par rapport aux saisons précédentes. Enfin, on voit sur le graphique, on a quand même vraiment une part d'hospitalisation qui est quand même très, très forte du coup par rapport aux 6 dernières saisons. Et en médecine de ville aussi, on a eu une épidémie qui a été assez soutenue, avec un pic d'activité qui était aussi en semaine 4, donc avec plus de 600 cas pour 100 000 habitants. Et c'est qu'on avait un niveau qui était supérieur aussi aux 6 saisons précédentes. C'est que sur les 6 saisons précédentes, on avait des taux d'incidence maximum qui étaient à 500, enfin voilà, inférieurs à 500 cas pour 100 000 habitants. Et là, du coup, pour la dernière saison, on était à 600. Et juste pour finir là-dessus, je voulais vous faire aussi un petit focus chez 65 ans et plus. Donc là, on voit sur ce graphique, là c'est la part d'activité pour le syndrome grippaux aux urgences hospitalières, donc dans la région. Et donc on voit vraiment qu'il y a une activité qui est quand même nettement supérieure aux 2 saisons précédentes. Donc là, c'est que on voit la saison dernière, voilà, c'est la courbe qui est bleue, et la saison d'avant, c'est la courbe grise. Et c'est vrai qu'on voit que cette année, on avait vraiment des taux vraiment très élevés. Et du coup, on voit le pic dont on parlait tout à l'heure en semaine 1. Et pour ce qui est de la partie d'hospitalisation, donc c'est à peu près la même chose. Là, on avait des taux qui sont très élevés du coup voilà, en semaine 1. Enfin, du coup, le pic d'hospitalisation est un peu décalé voilà, en semaine 2, avec des taux très élevés, mais qui est assez élevé sur une durée assez importante. Donc au global, pour l'épidémie de grippe, c'est qu'on avait une épidémie 2024-2025 qui était de très forte intensité, sur une durée qui est quand même plus longue que ce qu'on observe habituellement, et avec une sévérité très marquée, notamment avec un nombre de passages aux urgences et d'hospitalisation qui était très important par rapport aux dernières saisons. Et une fois que j'en ai fini, du coup, voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que certains d'entre vous veulent poser des questions sur l'épidémiologie de la dernière épidémie? N'hésitez pas à prendre la parole. Vous pouvez nous indiquer dans le chat si on vous a bloqué le micro de façon intempestive. Moi, j'ai une question. Par rapport à ces hospitalisations, les gens étaient vaccinés? Alors, ça, nous, on n'a pas l'information. Nous, on a que les informations sur le nombre de passages. Après, sur le fait que c'était vacciné ou pas, ça, on n'a pas l'information là-dessus. Après, sur les caractéristiques, parce qu'après, on avait aussi sur les cas graves avec une réanimation, on a ce genre d'informations. C'est que la plupart du temps, les cas graves, ils n'étaient pas vaccinés, mais quelquefois, il y avait quand même des personnes vaccinées. Mais sur les hospitalisations après passage aux urgences, ça, on n'a pas les données là-dessus. Non. Tant pis. Bonjour à tous. Effectivement, on va aborder le sujet de la vaccination contre le VRS chez le sujet âgé. Donc,
petit rappel, donc la diapositive suivante, donc le VRS, le virus respiratoire syncytial, c'est un virus à ARN simple brun enveloppé, la famille des Pneumoviridae avec 2 sous-groupes A et B, ayant une variabilité antigénique. Il faut savoir que l'homme est le seul hôte du VRS, que c'est donc une transmission interhumaine directe par aérosolisation ou indirecte par contact. Et le virus, il pénètre par une muqueuse nasopharyngée ou conjonctivale. Diapositive suivante. Donc le VRS infecte les cellules des voies respiratoires supérieures et inférieures, et la symptomatologie, elle est extrêmement variable, très hétérogène selon les personnes, donc du simple rhume à une pneumopathie qui peut se compliquer. On a une incubation de 3 à 5 jours et ça peut être accompagné d'une décompensation d'une comorbidité préexistante. L'infection naturelle ne confère pas d'immunité durable. Par contre, on a remarqué l'existence d'anticorps anti-VRS liés à une infection antérieure qui pourrait limiter la gravité de la maladie. Donc, ça suggère une protection partielle. Diapositive suivante. Donc, là, on s'intéresse donc au sujet âgé. On a une atteinte des voies respiratoires inférieures qui est fréquente. Et puis, on a un tableau clinique initial qui peut être assez trompeur. La fièvre, toux absente, gêne respiratoire, expectoration également. Et puis, une symptomatologie aspécifique, comme on peut retrouver avec d'autres types d'infections chez le sujet âgé. Des chutes, une diminution de l'appétit, un état confusionnel notamment. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, les facteurs de risque de gravité de cette infection à VRS, bon, elles sont liées à l'hôte et très hétérogènes, bien sûr. Enfin, l'hétérogénéité de la symptomatologie qui est liée à cette infection. Donc, dans ces facteurs de gravité, donc, on retrouve les personnes âgées et les personnes ayant des comorbidités, notamment les pathologies cardiaques, insuffisance cardiaque, pathologie respiratoire, les BPCO et les personnes immunodéprimées. La diapositive suivante. Donc là, on a les résultats d'une étude rétrospective monocentrique menée en 2024, menée par un CHU français, un CHU parisien, donc sur 7 saisons épidémiques, incluant près de 560 patients âgés de plus de 75 ans. Donc 125 atteints du VRS, 433 atteints de la grippe. Et en fait, sur les résultats, ce que l'on voit, c'est que le VRS présente un taux de mortalité qui est comparable à celui de la grippe. Mais par contre, on a des taux plus élevés de pneumopathie, d'hospitalisation, d'admission en soins continus, enfin soins intensifs, et de séjours hospitaliers prolongés. La diapositive suivante. Actuellement, nous avons 3 vaccins disponibles pour donc, les personnes de plus de 60 ans. Donc, on a le vaccin mRESVIA, c'est un vaccin ARNM du laboratoire Moderna. Et puis, on a 2 vaccins recombinants protéiques, bivalents pour le Abrysvo, monovalent avec adjuvant pour le Arexvy. Par contre, jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas encore remboursés pour la population dont on parle aujourd'hui. La diapositive suivante. Donc, nos recommandations françaises, elles sont liées à 2 avis de la Haute Autorité de Santé qui datent de juin et d'octobre dernier. Donc, c'est les sujets de plus de 75 ans et les sujets de plus de 65 ans présentant des pathologies respiratoires chroniques, notamment la BPCO, ou cardiaque, notamment l'insuffisance cardiaque. La co-administration est possible avec les vaccins antigrippaux et avec les Covid, vaccination Covid pour Abrysvo et mRESVIA. La HAS ne se prononce pas pour l'instant sur la pertinence et la nécessité d'une revaccination. Donc, l'efficacité a été étudiée et ces recommandations sont basées initialement sur des essais de phase 3 contre les affections respiratoires inférieures liées au VRS. Donc, vous voyez que des résultats sont très bons en termes d'efficacité vaccinale, mais par contre, on n'a pas d'évaluation sur les complications graves telles que l'hospitalisation.
Du coup, en vie réelle, il en découle un certain nombre d'études observationnelles. Je veux bien la diapositive suivante, s'il vous plaît, notamment aux États-Unis. Et puis là, je vous ai mis en fait 2 dernières études assez récentes qui estiment l'efficacité donc contre l'hospitalisation d'une dose unique de vaccin contre le VRS chez les personnes âgées de plus de 60 ans. Donc, on a une étude danoise avec un résultat à 83% et une étude américaine avec un résultat de 58%. L'étude danoise était portée sur une injection de vaccin, le vaccin Abrysvo. L'étude américaine sur les 3 vaccins, par contre avec vraiment une prépondérance pour les vaccins Arexvy et Abrysvo par rapport au vaccin Mrezia. Et puis, on voit du coup une différence quand même de résultats entre ces 2 études, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que l'étude américaine, elle a été faite sur 2 saisons. Donc, on voit finalement une diminution de l'efficacité entre les 2 saisons. Donc voilà, il y a une réflexion à avoir sur l'intérêt d'une revaccination et puis surtout quand. La diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, on voit que les données d'efficacité en vie réelle sur la prévention des hospitalisations sont très bonnes. Comme vous voyez, donc la question de la fréquence d'administration du vaccin, elle reste à discuter. Et puis, ça s'étoffe, mais on a encore peu de données sur l'immunodéprimé. Donc, il n'y a pas encore de recommandations spécifiques par rapport aux personnes immunodéprimées. Alors, la diapositive suivante, je crois que ça a changé, mais moi, je ne le vois pas parce que je m'étais trompée sur mon diaporama. Enfin, j'avais inversé des diapos. C'est des vaccins, d'une manière générale, qui sont très bien supportés avec des effets secondaires mineurs, rapidement résolutifs, à type de douleur au point d'injection, de myalgie, de céphalée. Mais justement, les études en vie réelle post-commercialisation, notamment aux États-Unis, on fait ressortir un point de sécurité, un surrisque de syndrome de Guillain-Barré. Alors, il y a eu différentes études. Le surrisque, l'incidence est très faible. C'est de 5 à 18 cas supplémentaires par million de doses administrées. Mais, bien entendu, c'est un point qui doit être surveillé et qui doit être mieux évalué. Donc, on a encore besoin d'autres données en vie réelle pour conclure. Par contre, il n'y a pas de changement par rapport à la politique de vaccination VRS chez le sujet âgé par rapport aux bénéfices réels de cette vaccination, notamment en termes de santé publique et sur les hospitalisations et les cas graves. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Saleras. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, il y avait 2 questions dans le chat sur la question sur le remboursement. À ce stade, à notre connaissance, ça fait partie des indications qui sont recommandées, mais il n'y a pas eu encore l'intégration du remboursement dans la mise en œuvre et on n'a pas d'informations sur la date à laquelle le remboursement sera décidé. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la protection contre le VRS? N'hésitez pas. Parfait, c'est que c'était particulièrement clair. On va laisser la grippe. Bonjour à tous. Oui, donc moi je suis le docteur Rideau, je suis médecin du centre de vaccination publique du 41, donc comme mon homologue juste avant, dans le département d'à côté, et je vais vous parler de la vaccination contre la grippe chez le sujet âgé. Du coup, j'ai pas la main sur le diaporama, c'est ça? Ouais, ça marche, merci. Je vous laisse les diapos. Ça marche, merci. Du coup, ça va recouper un peu ce qui a été dit sur la première présentation. Moi, je vais vous faire un petit point sur les chiffres pour la grippe. En moyenne, on a 2 à 6 millions de personnes contaminées par an et une épidémie dure 10 semaines à peu près. Et en 2024-25, on a eu 2,7 millions de consultations pour syndrome grippal en médecine de ville et à peu près 156 000 passages aux urgences. Moi, c'est les chiffres de la France hexagonale. Quasiment 30 000 hospitalisations après passage aux urgences et presque 1900 patients hospitalisés en réanimation, donc 46% avec 65 ans et plus.
Parmi ceux qui étaient en réanimation, donc parmi ces 1900 patients, on avait 78% qui n'étaient pas vaccinés. Ça a représenté aussi 2,6% de la totalité des décès toutes causes confondues entre la semaine 40 de 2024 et la semaine 15 de 2025. Et les couvertures vaccinales estimées étaient d'environ 46,5% pour les personnes à risque qui étaient ciblées pour la vaccination, 53,7% pour les 65 ans et plus, 25,3% chez les moins de 65 ans à risque de grippe sévère, et les professionnels autour de 20%, avec voilà, une grande disparité, comme ça a été dit plus tôt, entre les différentes professions. Et à savoir qu'en 2024-2025, on a eu une co-circulation des 3 virus en même temps, donc les 2A, H1N1 et H3N2, et le Victoria, le B, avec un pic épidémique qui a duré 12 semaines, ce qui était plus long que d'habitude, et comme ça a été dit aussi, très inhabituel d'avoir les 3 virus en même temps. Je viens à la diapo suivante. Du coup, moi, j'ai repris les chiffres nationaux sur la couverture vaccinale. Globalement, au niveau national, on baisse depuis 2022-2023 sur la couverture. Si on prend la région centre, on a perdu 7 points, ce qui est un peu plus qu'au niveau national, où il y a eu moins 6 points et on a une couverture de 27,6% pour les moins de 65 ans à risque. Et pour la population dont on parle aujourd'hui, c'est le chiffre de tout à l'heure, on a une couverture de 56% de vaccinés, avec une perte de 3 points par rapport à ce qui se faisait en 2022-2023, ce qui est un petit peu plus que ce qui a été perdu au niveau national. Bien, la diapo suivante. Merci. Donc, comme je le disais, la grippe 24-25, c'est une grippe qui a été relativement précoce par rapport à d'habitude, qui a duré plus longtemps que d'habitude et qui a touché, ça a été dit aussi avant, majoritairement les moins de 5 ans et les plus de 65 ans. On a identifié plusieurs facteurs qui ont pu contribuer à ce fort impact de la grippe qui vient de passer l'hiver dernier, parce qu'on a eu 3 virus à des niveaux très élevés en même temps, parce qu'il y a eu moins de vaccination, comme ça a pu être vu, et il y a eu une forte circulation de la grippe chez des enfants qui sont en âge d'être scolarisés au moment des fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année ont permis du coup une circulation entre les différentes générations, ce qui a permis d'avoir l'épidémie qu'on a connue. Je viens à la diapo suivante. Finalement, voilà, ça c'est la même, effectivement la même courbe, on a fait les mêmes choses. Sur le taux de grippe, donc il faut suivre le graphique orange pour le pic épidémique de la grippe, et on voit bien qu'effectivement on a un pic en semaine 4, et que quand on compare aux 2 autres courbes, il est vraiment supérieur et plus long. Et si on regarde au niveau, alors pas de la courbe, mais des petits sigles en bleu et en vert, on voit que les 3 virus circulent en même temps, au même moment pendant la pic. Ensuite, la diapo suivante. Et ça, du coup, c'était pour corréler le niveau de taux de décès déclaré avec la mention grippe dans la région. C'est corrélé avec le pic de la grippe. Ça correspond à peu près aux mêmes semaines que l'épidémie. Diapo suivante. Un petit rappel, diapo suivante. Ça, c'était pour apporter un peu de légèreté. La grippe, du coup, c'est un virus influenzae de la famille A, B ou C qui va donner en symptômes une forte fièvre, des myalgies, de la toux, une grande fatigue. En moyenne, ça dure une semaine en phase aiguë, mais on peut rester fatigué pendant plusieurs semaines. Si on est en bonne santé, la majorité des gens, l'évolution va plutôt être favorable. Ah, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. On vous entend bien, mais visiblement, Madame Gallard ne nous entend plus. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ne nous entendent? Non, on entend très bien. Enfin, j'entends très bien de mon côté. Ok. Bon. Ah, bah, je vais continuer. Ok, merci. Du coup, on a un traitement spécifique, le Tamiflu, ou le nom de la molécule, c'est l'oseltamivir, qui à mettre dans les 2 jours après le début des symptômes et chez les personnes fragiles. Pour rappel, j'espère que c'est bien passé cette info-là, l'antibiotique ne fonctionne pas sur les grippes non compliquées. Diapo suivante. Est-ce que c'est grave une grippe? Diapo suivante. Eh ben, ça dépend. En fait, c'est pas bénin comme maladie. Si on est en bonne santé, globalement, ça va. Mais par contre, si on est fragile, on a un risque de complications qui peuvent être à type de pneumopathie virale, de myocardite, des pneumonies bactériennes qui viennent se surajouter, la décompensation d'une maladie chronique déjà présente.
Diapo suivante. Est-ce que certaines personnes sont plus à risque? Diapo suivante. Alors oui, du coup, on va avoir les moins de 6 mois, les femmes enceintes, les personnes de plus de 65 ans, les personnes en situation d'obésité, toutes les personnes avec une maladie chronique comme les BPCO, insuffisance cardiaque, etc. Les résidents en établissement de soins de suite ou en établissement médico-social d'hébergement. Les personnes qui sont dans l'entourage ou en contact régulier avec les immunodéprimés, les personnes vulnérables, également les personnes du milieu sanitaire et médico-social. Diapo suivante. Est-ce que la grippe c'est contagieux? Diapo suivante. Alors oui, et là du coup ça rejoint le VRS. Il y a une transmission directe via les gouttelettes de salive qui portent le virus. Donc dès qu'on tousse, qu'on éternue, quand on parle avec quelqu'un, on a des postillons forcément. Et il y a de la transmission indirecte par tous les objets qui peuvent être contaminés. Donc les soignants et toute personne à proximité de personnes fragiles peuvent être potentiellement contaminants. Et la transmission va être favorisée quand on se retrouve avec des populations dans un espace clos, donc les EHPAD typiquement, les foyers d'accueil, les internats, etc. Diapo suivante. Les mesures barrières sont-elles suffisantes? Oui, c'est bon, on peut passer, merci. Oui, mais pas, en fait, les mesures barrières sont indispensables, mais elles vont pas être suffisantes. C'est-à-dire que on les connaît bien avec le Covid, c'est se laver les mains, le port du masque, tousser dans un mouchoir dans son coude, rester chez soi si on est infecté, aérer une pièce, mais ça va pas être suffisant. Diapo suivante. Du coup, c'est là où on va avoir besoin du vaccin. Et est-ce qu'ils sont efficaces? Parce que ça, c'est souvent la question qu'on nous pose. Oui, les vaccins sont efficaces. En fait, jusqu'à présent, on avait des vaccins qui avaient 4 souches virales de grippe, 2 souches A et 2 souches B. Et c'est choisi par l'OMS en février de la saison, avant la saison, en fonction des virus qui circulent. Et donc, du coup, là, on n'a plus de sous-type B. Le Yamagata, il circule plus. Donc, en 2025-2026, on va retrouver que 3 souches. Les 2 souches A, H1N1 et H3N2, et la souche B, Victoria. L'efficacité, elle va dépendre en fait de l'adéquation entre ce qu'on a dans notre vaccin et de ce qui va circuler réellement pendant la phase épidémique. Donc en moyenne, le vaccin, il peut avoir une efficacité de 20, mais pouvant aller jusqu'à 80% chez des personnes en bonne santé. Et ce qu'il y a à prendre en compte en plus de cette correspondance entre le vaccin et le virus qui circule, c'est l'état de santé de la personne qui reçoit le vaccin. Il faut savoir qu'on a notre système immunitaire qui commence à vieillir à 40 ans, donc ça veut dire qu'on répond moins bien à la vaccination, donc on est un peu plus fragile, mais ça permet quand même de réduire la morbimortalité de la grippe, d'être vacciné, même si on répond un peu moins. Diapo suivante. Globalement, je pense que ça va reprendre les chiffres de Santé publique France. L'efficacité vaccinale, moi j'ai retrouvé en France hexagonale, que ce soit dans le réseau RELAB ou en global, pour tous les groupes à risque, on est entre 40-50% d'efficacité, en sachant que le vaccin est bien plus efficace sur le type B, à 75% que sur le type A, où il était plutôt à 26% cette année. Chez les moins de 65 ans qui ont une infection longue durée, l'efficacité vaccinale va être autour de 60%. Par contre, chez les 65 ans et plus, c'est là où ça s'effondre. On a plus de 38% d'efficacité en global, mais sur le réseau RELAB, ils avaient plus de 22% d'efficacité. Et au niveau européen, on retrouve un peu aussi cette tendance. Il y a 17 pays qui avaient mis en commun leurs chiffres. Et pour le type A, en fait, il y avait une efficacité de 32 à 53% en soins primaires et de 33 à 56% en hospitalier, alors que finalement, pour le type B, que ce soit en soins primaires ou à l'hôpital, on avait plus de 58% d'efficacité du vaccin de la grippe. Diapo suivante. Donc, ça veut dire que la vaccination reste quand même une protection indispensable pour les personnes âgées en se vaccinant elles-mêmes, mais comme on a vu, elles répondent moins bien, donc il faut absolument aussi vacciner tout l'entourage pour faire ce qu'on appelle le cocooning, c'est-à-dire éviter d'être des transmetteurs, toutes les personnes qui sont les soignants, tous ceux qui interviennent à domicile, la famille, en fait, tous ceux qui sont en contact avec des personnes fragiles. Diapo suivante. Faut-il se faire vacciner tous les ans? Diapo suivante. Évidemment que oui, parce que la grippe va changer tous les ans. La composition du vaccin, comme je l'ai dit, elle est revue tous les ans pour s'adapter à ce qui va circuler l'hiver d'après. Et en plus, la quantité
d'efficacité, la durée d'efficacité, pardon, du vaccin, elle va être limitée à 6, 8, 9 mois environ. Donc ça fait même pas un an. Et si on n'a pas le même virus qui circule, voilà, il n'y a même pas à réfléchir, il faut se faire vacciner tous les ans. Diapo suivante. Les populations cibles, ben, globalement, c'est celles dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est les plus de 65 ans, c'est les personnes fragiles à partir de l'âge de 6 mois, les femmes enceintes, tous ceux qui vivent dans les établissements sociaux, médico-sociaux, dans les services de soins de suite et réadaptation, tous ceux qui sont dans l'entourage des nourrissons de moins de 6 mois avec les facteurs de risque, les personnes de l'entourage des immunodéprimés. On n'oublie pas les professionnels de santé. Il y a aussi les personnels qui naviguent dans les bateaux de croisière et d'avion, parce qu'il y a de la promiscuité. Tous les guides, les personnels de l'industrie du voyage qui accompagnent les groupes de voyageurs, parce que pareil, ils sont dans un espace quand même clos souvent. Tous les personnels du service de secours et d'incendie. Toutes les personnes qui interviennent dans les services d'aide à domicile. Les aides à domicile aussi liées à l'échec CESU, parce qu'il y a chez les personnes âgées ou des personnes à risque le plus souvent. Et depuis 2022, on a aussi pour les professionnels qui sont exposés au virus porcin et aviaire dans le cadre de leur travail. Diapo suivante. Je me suis fait vacciner la dernière et j'ai eu la grippe. Ça, si on vous dit ça, diapo suivante. Ben oui, mais on peut avoir un syndrome pseudo-grippal avec des virus qui ne sont pas la grippe. Il y a beaucoup de virus qui circulent l'hiver, des rhinos, des métapneumovirus, et ça va donner des infections respiratoires bénignes, mais c'est pas forcément la grippe. Et on peut attraper la grippe, comme le Covid, en étant vacciné, sauf que ça permet d'avoir une forme mineure de la maladie. Pour rappel, ceux qui étaient en réanimation dans les plus de 65 ans, 76% n'avaient pas de vaccination. Peut-être que les choses auraient été différentes. Diapo suivante. Les vaccins ont trop d'effets secondaires. Diapo suivante. Eh bien non, comme tous les vaccins, on va avoir des effets indésirables bénins, de la fatigue, une induration au point d'injection, de la douleur, rougeur aussi, ou un petit œdème au niveau d'injection. On peut avoir des fois fébricules, maux de tête, des myalgies, des arthralgies. C'est bénin, ça passe en 24-48 heures. Pour rappel, il n'y a aucun lien entre le syndrome de Guillain-Barré et la vaccination antigrippale. À savoir que ceux qu'on utilise le plus souvent dans les vaccins, ils ne contiennent ni adjuvant, ni aluminium, ni conservateur. Donc, c'est des vaccins sûrs et efficaces. Diapo suivante. Pour la saison 2025-26, je vous l'ai dit, on n'aura pas de tétravalent parce qu'on n'a plus besoin de se protéger contre la souche B Yamagata. Donc, on va avoir des trivalents et il y a des petites nouveautés. Donc, le Vaxigrippe et l'Influvax, ça, on l'avait en tétravalent, on l'aura en trivalent, c'est toujours à partir de l'âge de 6 mois. On a le Flucelvax trivalent qui, lui, est produit en milieu cellulaire. Donc, chez les allergiques à l'œuf et aux aminosides, il va pouvoir être utilisé à partir de l'âge de 6 mois. Les Fluelda est revenu aussi pour tous ceux de 65 ans et plus, qui est hautement dosé en antigène, 4 fois plus. Et on va avoir le Fluad aussi à partir de 65 ans qui lui va être adjuvanté. Ces deux derniers vaccins, je vous ai mis la recommandation HAS, en fait, ils sont vraiment ciblés pour les personnes de plus de 65 ans pour qu'ils puissent répondre mieux à la vaccination. Et le remboursement, soit 100% pour tous ceux qui ont le petit bon de la CPM, qui sont dans les cibles de recommandations, et ceux qui veulent se faire vacciner qui sont hors recommandation peuvent avoir un remboursement à 65% par l'assurance maladie. Et diapo suivante. Et ben oui, donc là j'ai fini. Je crois qu'il reste 2 diapos avec les coordonnées, la bibliographie, s'il y a besoin de me joindre. Merci beaucoup, Dr Rideau. On avait une question dans le chat sur en fait, est-ce qu'on a des facteurs qui expliquent qu'il y a finalement une couverture moindre au fur et à mesure du temps et des années? Alors, c'est une question difficile. Ouais, j'ai pas de réponse comme ça. J'aurais plus une réponse d'expérience qui n'est pas forcément la mieux. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui comprennent pas les changements des schémas vaccinaux aussi importants ces dernières années et qui restent un peu réfractaires suite à l'obligation vaccinale du Covid, qui du coup veulent moins se faire vacciner. Et comme s'il y avait eu un espèce d'oubli de la gravité de la maladie et qu'il était resté juste l'absence de liberté individuelle. Après, c'est mon expérience sur le terrain. Merci.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le docteur Rideau au sujet de la vaccination anti-grippale? Docteur Macaron? Oui, bonjour. En fait, moi, c'était pas une question, merci beaucoup, Sophie, mais c'était plus un commentaire parce que je vois qu'il y a plusieurs EHPAD qui sont connectés et que je pense que ce qu'il faut retenir de ce que Sophie a dit, c'est que c'est pas parce que les personnes âgées répondent moins qu'il faut pas les vacciner. Ça, c'est très important. On sait que la réponse vaccinale est moindre chez les personnes âgées si on utilise les vaccins standards. On sait aussi que si on utilise les bons vaccins, ça marche mieux. Et donc, j'espère que pour la saison qui arrive, on a prévu d'utiliser les bons vaccins que Sophie a présentés chez la personne âgée, c'est-à-dire les vaccins adjuvantés ou les vaccins haute dose. Sinon, effectivement, ça marche moins bien. Et ces vaccins-là, nous ne les avions pas la saison dernière. Donc, ça peut aussi expliquer pourquoi il y a eu plus de morts chez les 75 ans et plus la saison dernière. Et troisième point, Sophie l'a dit aussi, c'est que le combo gagnant, il y a plusieurs pays qui ont démontré ça, notamment les Japonais, c'est vacciner le combo soignant et soigné. Si on fait que l'un ou que l'autre, bah forcément, on n'a que 50% d'efficacité. Merci beaucoup, Dr Macaroun. Oui, on connaît les dates de lancement de la campagne. Ce sera le 14 octobre et ce sera, alors je spoil un peu le sujet du Dr FA, mais ce sera une campagne conjointe grippe-Covid, enfin conjointe ou concomitante. Dr Féric? On ne vous entend pas. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Non. Donc on va attendre. Donc, et d'ailleurs, je pense qu'il y a certains patients qui ont déjà reçu leur bon et il y a des. Alors l'obligation vaccinale, et donc je vais finir juste pardon, et certains établissements, enfin on peut commencer les commandes assez rapidement, je pense, voilà, même c'est lancé. L'obligation vaccinale pour les soignants. Oui, effectivement, l'obligation vaccinale pour les soignants avait été évoquée par le ministre l'année dernière. Il y a la Haute Autorité de Santé a été saisie sur ce sujet, rendra son avis a priori au mois de mars-avril 2026. Donc la question de l'obligation vaccinale, voilà, reste posée en attendant d'évaluation par la HAS. Mais du coup, on n'est pas sur voilà des évolutions pour la campagne 2025-2026. Ouais, tout à fait, pas cette année. Voilà, moi je suis Dr FA, donc je travaille au centre de vaccination du Loiret. Prochaine diapo. Je vais donc vous parler de la vaccination contre la Covid-19. Donc, comme on le sait très bien, la Covid-19 donc, est une maladie infectieuse respiratoire qui est causée par le SARS-CoV-2, qui est un virus à ARN enveloppé, qui appartient à la famille des coronavirus de type SARS-CoV. La prochaine diapo. Prochaine diapo. Donc, c'est un virus qui mute beaucoup. Donc, revenez là, voilà. Mute beaucoup. Donc, depuis la pandémie, on a eu pas mal de variants. Et le variant qui circule à l'heure actuelle, c'est l'Omicron. Et la souche d'Omicron qui est majoritaire en France, c'est le LP 8.1 et LF7. Prochaine diapo. Prochaine diapo. Donc, un petit mot sur l'épidémiologie, même si ça a déjà été fait tout à l'heure, juste pour dire qu'il y a eu 2 pics, fin juin et puis fin septembre, avec une baisse à partir d'octobre. Et dans toutes les régions au niveau national, il y a eu donc cette baisse. Et du coup, aussi bien au niveau, je prends la main ou je vous laisse faire? Voilà. Je vais essayer pour vous. Bon, je vous laisse la main. Donc, aussi bien les recours aux urgences venant de la ville ont baissé. Prochaine diapo. À l'hôpital, les passages aux urgences et les hospitalisations par rapport à 2023 ont également baissé. Mais pour les hospitalisations, comme ça a été dit tout à l'heure, c'était principalement des personnes de plus de 65 ans.
Et les formes graves qui ont été donc hospitalisées en réa, c'était 68% des personnes plus de 65 ans, 24% de ceux qui âgés entre 18 et 64 ans. Et puis, concernant le statut vaccinal, ceux qui n'ont pas été vaccinés, qui ont fait des formes graves, 89% n'avaient pas été vaccinés contre la COVID-19 depuis moins de 6 mois. Et par rapport au décès, on voit très bien comme la grippe, 95% c'était des personnes de plus de 65 ans et voire plus. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Généralité. Donc, les signes cliniques, comme vous le savez très bien, respiratoires, digestifs beaucoup plus pour les personnes âgées, généraux, fièvre, céphalée, courbature, dermato moins, ORL, anosmie, agésie. Prochaine diapo, s'il vous plaît. L'évolution, donc souvent en 3 phases. La phase virale où la personne est fatiguée, fièvre, tout, et puis la phase inflammatoire. Qui est divisée aussi en 2 parties. Donc, la première partie où il y a vraiment l'augmentation de la dyspnée avec recours ou non à la nécessité d'avoir de l'oxygène, et puis les atteintes pulmonaires. La phase 3, qu'on a de moins en moins, qui est souvent fibrosante. C'est une diapo. Donc, on voit très bien, c'est vrai que les variants actuels sont moins virulents, donc on a de moins en moins ce genre d'image que vous savez très bien, des lésions en verre dépoli avec des fibroses. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Maintenant, concernant l'immunité, ce qui va nous permettre de mieux comprendre pourquoi est-ce que les populations vulnérables, on sait très bien concernant l'immunité contre donc le Covid, il nous faut les lymphocytes B pour l'immunité humorale qui permet donc de contrôler la pénétration du virus dans l'infection, et puis à médiation cellulaire les lymphocytes T qui contrôlent plutôt la maladie. Donc ce qui fait que si jamais il y a un déficit immunitaire, ça rend ces personnes vulnérables, comme on le verra chez les personnes âgées et les immunodéprimés. Prochaine diapo s'il vous plaît. Donc, chez les immunodéprimés, c'est soit par rapport au traitement ou alors c'est parce qu'il y a une pathologie sous-jacente comme le VIH ou les hémopathies. Prochaine diapo. Alors, ce graphique pour illustrer un focus sur le dernier, pour illustrer l'efficacité, l'importance de l'immunité humorale contre le Covid-19. Donc, en pointilleux orange, c'est donc la virémie, et puis violet, c'est plutôt les cellules B, les anticorps, et puis le bleu, c'est plutôt les lymphocytes T. Donc, on voit que chez des personnes qui sont déplétées T ou qui sont sous immunosuppresseurs, donc vous voyez qu'on a l'absence de la réponse humorale. Donc pas d'anticorps, donc il y a la clairance du virus est vraiment parfois un peu difficile. Donc c'est des personnes chez qui on va trouver des formes prolongées donc de la maladie et les formes graves. Prochaine diapo s'il vous plaît. Alors, donc, un petit mot sur les personnes âgées. On voit que les différentes immunités sont atteintes. Donc, l'immunité innée, c'est plutôt la qualité. Humorale, c'est en même temps la qualité et la quantité. Et puis, la médiation cellulaire, qualité et quantité. Faisant donc que les personnes âgées sont fragiles. Prochaine diapo. Ça reprend la même chose, donc l'immunité baisse, le risque d'infection augmente, mais l'immunité et l'efficacité vaccinale baissent, mais ça n'empêche, comme a dit Zoa tout à l'heure, il faut quand même si l'immunité vaccinale baisse, il faut quand même, c'est les personnes vulnérables, il faut quand même les vacciner. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, ce qui nous permet donc de classer des personnes vulnérables à risque sur deux types de catégories. À haut risque, les personnes âgées, diabétiques, obèses. Et puis, ceux qui sont à très haut risque, c'est ceux avec des hémopathies, des transplantés. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, pourquoi la campagne de vaccination? C'est vrai que même si le virus, c'est vrai qu'il y a une faible circulation, mais le virus, le Covid a donc ce caractère qui est plutôt non saisonnier, avec, on l'a vu très bien,
tout au long de l'année, des petites vagues multiples. Et les vaccins actuels fonctionnent. Il y a quand même une protection, mais le problème, c'est qu'il y a une diminution après 6 mois. Il y a plus de protection et parfois plus rapide chez les personnes vulnérables. Il y a aussi le fait c'est un virus qui mute moins que bien sûr la grippe. Donc il y a cette évolution du virus, donc il échappe un peu plus à l'immunité. La raison pour laquelle la Haute Autorité de Santé insiste sur le fait qu'il y ait quand même 2 campagnes de vaccination par an, au printemps, chez les personnes vulnérables bien sûr, et au printemps et à l'automne. Prochaine diapo s'il vous plaît. Alors donc la DGS a d'ailleurs publié il y a 2 jours la campagne de vaccination contre le Covid-19 à l'automne. Elle sera d'ailleurs faite en conjointe avec la grippe à partir du 14. Et donc, il est recommandé donc de vacciner toute personne éligible doit être vaccinée du Covid et de la grippe. Idéal, c'est soit le même jour, mais il n'y a pas de délai entre pour faire les 2 vaccins. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, la population qui sera donc concernée, c'est comme on a dit tout à l'heure, toute personne âgée depuis de 65 ans et plus, même les personnes à partir de 6 mois, mais qui ont des comorbidités, les immunodéprimés, les femmes enceintes, les personnes qui vivent en EHPAD, USLD, et ou alors des personnes qui vivent avec des patients vulnérables, immunodéprimés, les professionnels de santé des secteurs sanitaires et médico-sociaux, ou alors même ceux qui n'ont pas de comorbidité et qui veulent se faire soigner peuvent bien sûr le faire. Le prochain diapo, s'il vous plaît. Alors, quel vaccin? À présent, on avait 2 vaccins, l'ARN et la protéine combinée, qui étaient contre l'Omicron, la souche XBB 1,5, et qui étaient utilisés pour cette campagne 2025, qui va commencer en octobre. C'est l'ARN, c'est la souche, enfin en fait le vaccin sera plutôt dirigé, le nouveau vaccin qui a d'ailleurs été qui a eu son autorisation pour mise sur le marché depuis le 25 juillet, c'est celui qui sera utilisé donc pour la prochaine la campagne qui va commencer au mois d'octobre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc Pfizer a donc obtenu l'autorisation de mise sur le marché depuis le 25, depuis juillet 2025. Et donc pour la campagne qui va débuter en octobre, c'est donc le nouveau vaccin qui sera utilisé et il est dirigé vraiment contre le variant qui circule plus, qui est le LP 8.1. Concernant l'efficacité, donc le virus est bien efficace il diminue les contaminations et les hospitalisations. Prochaine diapo. Un petit mot sur, même s'il ne sera pas utilisé, qui était plutôt le Novavax, qui est utilisé, c'est pas qu'il ne fonctionne pas, mais bon, c'est souvent mieux d'utiliser la souche, un vaccin qui est dirigé contre la souche qui circule à présent. Donc c'est un vaccin c'est une protéine en fait de spike qui est avec un adjuvant, qui est bien sûr efficace contre les formes symptomatiques et asymptomatiques. Et comme le virus à ARN, donc les effets secondaires sont c'est sensibilité aux douleurs au niveau du point d'injection, myalgie, céphalée, bon, rien de si grave. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, du coup, il n'est pas encore disponible nouveau, mais je pense que si ma mémoire est bonne, ça sera à partir dans quelques jours, là, je crois que c'est à partir de demain, à partir de demain, on pourra déjà le commander pour la campagne qui va commencer le 14. Et ce sera, donc, il y a des formes pédiatriques,
donc à partir de 6 mois, 4 ans. Et il y a des formes, il y a aussi ce qui est pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, et puis pour les adultes. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, concernant dans le schéma vaccinal, je vois que ma diapo a été changée. Voilà, bon, je ne sais pas pourquoi ça n'apparaît pas, mais c'est pas grave. C'était le schéma vaccinal. Donc, pour les enfants âgés, c'est un peu comme les deux vaccins qui existent, mais qu'on ne va pas utiliser pendant la campagne. Pour les enfants âgés de 6 à 4 ans, qui n'ont pas encore été vaccinés, là c'est 3 doses, avec les 2 premières doses, un intervalle de 21 jours, la 3e dose, c'est 2 mois après la 2e dose, et s'ils ont déjà des antécédents de vaccination ou d'infection, il faut au moins 6 mois après la vaccination ou l'infection au Covid-19. Pour les enfants âgés de 5 à 11 ans, c'est 1 dose, et pour ceux âgés de plus de 12 ans et les adultes, ce sera 1 dose avec un délai de 6 mois depuis la dernière vaccination ou infection, et 3 mois pour les personnes âgées de plus de 80 ans ou les immunodéprimés. Et bien sûr, 1 dose supplémentaire, comme j'ai dit tout à l'heure, en printemps et automne chez les personnes âgés de plus de 80 ans et les immunodéprimés, les résidents en EHPAD, et sachant qu'il faut retenir qu'il faut au moins un délai de 3 mois entre soit l'infection ou la vaccination. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions sur la vaccination contre la Covid? La présentation était assez exhaustive. N'hésitez pas à lever la main, prendre la parole. Parfait, merci beaucoup. Donc, je vais laisser la parole au docteur Macaroun pour parler justement. Attention, voilà, excusez-moi, le temps que les questions arrivent. Oui, on peut faire les deux. Enfin, je vais laisser le docteur. Est-ce qu'on peut faire les 2 vaccins le même jour, grippe et Covid, docteur Eva? Oui, bien sûr, ça je l'ai dit, ça peut être fait le même jour, sans délai, il n'y a pas de délai. Donc, il y a un intérêt à faire une coprescription des 2. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parfait, je vous remercie. Je vais laisser la parole au docteur Macaroun pour parler justement de la vaccination des professionnels de santé qui reste un enjeu. Je suis médecin au centre de vaccination publique du département 37 et donc je suis aussi infectiologue et référente régionale de la vaccination, et donc j'ai la lourde tâche de vous parler de la vaccination des professionnels de santé. Quels sont les freins, quels sont les leviers? Alors, diapo suivante. Merci. Bon, là je vais passer parce que ça fait 2 fois qu'on vous le répète, juste pour vous dire que la grippe, ça a été meurtrier l'année dernière et que la Covid n'a pas disparu. La diapo d'après. Et que quand on est dans un établissement médico-social, c'est difficile en fait de voir ces jolies courbes de couleurs et de se dire qu'on a des moyens de les éviter et qu'on pourrait peut-être faire mieux pour les aplatir. Et donc le bleu, là vous voyez l'année dernière c'était la grippe, et le jaune, c'était plusieurs virus en même temps. La diapo d'après. Merci. Alors, quelles sont les recommandations en France pour la vaccination hivernale des professionnels de santé? Donc, du coup, je ne parle pas de la coqueluche, je ne parle pas de la rougeole, puisque ça, on l'a abordé au webinaire précédent. Mais là, pour l'hiver, on a 2 vaccins à faire lorsqu'on est professionnel de santé. C'est le vaccin contre la grippe et le vaccin contre la Covid-19. Donc, c'est des vaccinations qui, pour le moment, restent fortement recommandées et d'une manière annuelle pour la grippe, ainsi que pour la Covid-19. Et donc, du coup, on peut faire donc, ces 2 vaccins le même jour, un dans chaque bras. La diapo d'après. Merci. Donc, un point quand même pour
pointé ce différentiel entre la couverture vaccinale des professionnels et la couverture vaccinale des résidents dans les EHPAD. D'une part, les données nationales et à côté les données régionales. Ce sont en fait les enquêtes annuelles que fait Santé publique France pour savoir ce qui se passe dans les EHPAD, sachant que derrière, il y a un indicateur qui s'appelle l'indicateur VAG et qui, pour le moment, n'est pas encore obligatoire, mais qui va bientôt devenir un critère de qualité dans l'évaluation de la qualité des soins des établissements. Donc, du coup, quand on regarde que pour la grippe et pour la Covid, déjà pour la grippe, les résidents sont vaccinés à 81% et pour la Covid, ils sont vaccinés à 69%. Donc, rien que là, on voit un différentiel chez les résidents. Mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est quand on regarde la couverture des professionnels qui travaillent dans ces mêmes EHPAD. Et donc, c'est là où, du coup, on est à 19% dans notre région, 19,9%, lorsqu'au niveau national, on est à 21%. Et pour la Covid, on est à 5,8%. Donc, du coup, c'est un petit peu inquiétant. Sachant que en fait, ce ne sont pas des données exhaustives puisque seulement 32% des EHPAD ont répondu à ce questionnaire et surtout connaissaient en fait le statut de leur professionnel. La diapo d'après. Alors si on regarde ces professionnels de santé dans ces EHPAD, pourquoi ils ne sont pas vaccinés? Et dans ce cas-là, dans un premier lieu, est-ce que le métier a une conséquence sur la couverture vaccinale? La réponse est oui, puisqu'on a donc du coup dans les professionnels une vaccination plus élevée chez les médecins, 56%, et donc après, dès qu'on change de catégorie professionnelle, les infirmiers 34%, les aides-soignants 19%, psychologues, personnel de rééducation 32%, les ASH 17%. Quand on est à l'éducation, la pédagogie, l'animation, on est à 27%. Le personnel administratif, 26%, interne et étudiant, 26%. Et en fait, ce qui est quand même marquant dans ce diaporama, c'est que finalement, les personnes qui passent plus de temps auprès des patients sont les moins vaccinées. Et donc, du coup, évidemment, le pourcentage de transmission, il sera encore plus élevé d'un soignant vers un soigné. La diapo suivante. Donc là, c'est pour vous montrer la couverture vaccinale Covid en fonction des métiers, mais on a aussi cette même stratification et on en perd forcément en couverture vaccinale. Et donc, les médecins, on est à 30%, les infirmiers 7%, et vous voyez, tous les autres, on ne dépasse pas les 10%. Et encore une fois, le même commentaire, plus on passe du temps auprès du patient, moins on a de professionnels vaccinés. La diapo suivante. Alors du coup, nous, au CHU Tours, on n'est pas mieux que les autres, puisque c'est national, et on a lancé une enquête pour essayer de comprendre quelles sont les raisons de vaccination et de non-vaccination des professionnels de santé. Donc, on a eu 500 réponses, donc ce qui est sur l'échelle du CHU pas forcément très représentatif, mais quand même 500 réponses, ça a une valeur. Pourquoi les gens se vaccinent? Alors, dans un intérêt collectif, 85%. Bon, ça nous a fait rêver comme phrase, mais en fait, quand on décortique derrière, on se pose des questions. Il y en a quand même 50% qui y vont parce qu'il y a une facilité d'accès à la vaccination, des raisons de santé personnelle et où ils appartiennent à un public qui est visé, donc parce qu'ils sont dans les critères autres que professionnels de santé, 35%, autres convictions personnelles, 18%, une forte incitation du service, 11%, motivation liée à des campagnes qui sont organisées au CHU, 10%, ou hors CHU, 1%. Donc, la diapo d'après. Et donc, du coup, quand on demande aux gens de nous expliquer un peu sur leur motivation, donc on voit qu'il y a des motivations de protection, qu'elles soient personnelles de l'entourage ou des patients. Personnelles, parce qu'ils sont asthmatiques ou ils ont déjà eu une grippe l'année d'avant, donc du coup, ils n'ont pas envie de recommencer. Ils ont compris à quoi ça servait le vaccin. Parce qu'ils sont seuls, maman solo, et qui s'occupent des enfants et qui ne peuvent pas se permettre d'être malades, ou parce que dans l'entourage, ils ont des personnes fragiles, ou parce que pour certains, ils travaillent avec des personnes fragiles comme des immunodéprimés. Deuxième point, c'est les habitudes. Je le fais tous les ans, donc voilà, depuis tout le temps, donc je continue à le faire.
Troisième point, il faut que ça soit facile d'accès, sinon c'est compliqué. Et dans les autres points, voilà, je suis pour la vaccination, donc je le fais. Et donc du coup, pour la Covid, avant je ne vaccinais, les personnes ne le faisaient pas, mais depuis, comme j'ai été malade, j'ai eu des syndromes viraux, maintenant je fais le vaccin. Donc la diapo suivante. Alors, quelles sont les raisons de non-vaccination? Et donc, c'est ceux-là qui peuvent être intéressantes un peu à analyser. Sentiment de ras-le-bol général. Voilà, il y a trop de vaccins, des épidémies, des Covid, tout ça. Manque de temps. Donc, des professionnels qui sont dans les services, qui sont dans les soins et qui, du coup, sont sous l'eau et qui n'arrivent pas à trouver le temps pour aller se faire vacciner. On a 19% de conviction personnelle. Ils se sentent pas concernés parce qu'ils sont pas malades, ou pour certains, ils n'arrivent pas à accéder à la vaccination, ou pour certains, malgré toutes les informations qu'on peut mettre, n'ont pas réussi à avoir l'information. Il y a quand même 11% qui ont peur des complications liées au vaccin ou des effets indésirables qu'ils ont pu imaginer. Et pour certains, il y en a quand même 4% qui ont dit qu'il manquait d'informations sur l'épidémie et 3% qui nous disent que la grippe n'est pas dangereuse. La diapo suivante. Ah, j'espère qu'elle n'a pas dit diapo. Oui, la diapo suivante, s'il vous plaît, Madame Oyer. Je veux bien qu'on me passe la diapo d'après. Si c'est national et régional. Tu parles un petit peu quand même de ça. Voilà, merci beaucoup. Et donc, quand on regarde les explications de ces agents, donc ce qui sort en premier, c'est qu'ils ne se sentent pas concernés par la vaccination, puisque pour eux, ils sont en bonne santé. Deuxième point qui ressort, c'est l'accès à la vaccination. J'ai pas le temps, il faut que je sorte de mon travail pour y aller. La médecine du travail, c'est pas tout de suite. Parfois, ça peut être j'ai peur des effets secondaires. Donc, en fait, les explications sont différentes en fonction du métier de chacun et de réalité du terrain de chacun. La diapo d'après. Alors, que dit la littérature? Donc, cette méta-analyse, elle est intéressante. En fait, elle a regroupé tout ce qui a été déclaré ou publié, en tout cas, sur la couverture vaccinale des professionnels de santé pour les virus hivernaux dans le monde entier et avec les actions menées avant et après l'intervention pour évaluer qu'est-ce qui aurait pu potentiellement améliorer la couverture vaccinale. Donc, quand vous regardez en fait la ligne noire pleine, c'est marqué organisation. Donc, oui, il faut organiser la vaccination, mais si on fait que organiser la vaccination, ça ne suffit pas. Là, vous voyez, on gagne quasiment rien en pourcentage vaccinal avant ou après l'organisation. Ce qui est en pointillé éducation-promotion, donc là, vous voyez, on peut passer de 20% avant d'éduquer, de promouvoir la vaccination dans un établissement à 40% après. Mais pour faire cette éducation et cette promotion de la vaccination, ben, évidemment, il faut des moyens puisque ça se fait pas tout seul. L'éducation, même pour des professionnels de santé, nécessite de prendre son temps, d'expliquer, de prendre son bâton de pèlerin et d'aller dans les services pour pouvoir gagner donc ces 20% supplémentaires et de passer de 20 à 40%. Et donc, vous voyez tout ce qui est là-haut, qui est de 80%. Alors ça, en France, on verra ce que va décider l'HAS l'année prochaine, mais ce qui est pointillé en noir foncé, en fait, ça marche déjà avant que vous arriviez et ça continue à marcher après. C'est ce qui est incitatif. Donc effectivement, il y a certains pays qui vont inciter à la vaccination, mais c'est pas juste par la parole. Donc ça peut être des incitations soit financières, soit de repos. Compensateur après la vaccination, donc ce qui est incitatif. La ligne en dessous, c'est la surveillance, ce qu'ils appellent policy, c'est les tout petits pointillés en gris. Donc, qu'est-ce que c'est la policy? Bah, en fait, soit c'est parce que c'est obligatoire, soit le deuxième point dans le policy, c'est ce qu'ils appellent les formulaires de déclinaison. C'est-à-dire que vous êtes dans un service, vous pouvez continuer à travailler si vous avez été vacciné ou si vous avez signé un papier comme quoi vous ne voulez pas vous faire vacciner.
Et donc, ce formulaire de déclinaison, finalement, incite, parce que le fait de se dire je m'engage à ne pas me vacciner et de signer un papier pour dire je ne veux pas le faire, alors ça, c'est pas chez nous en France, hein, c'est des études internationales, donc dans d'autres pays, ben, finalement motive 80% des gens de se faire vacciner, et on a donc des taux de couverture vaccinale beaucoup plus importants. Alors bon, ben voilà, c'est pas une vision qu'on peut nous avoir actuellement en France, mais n'empêche, ça arrive à motiver beaucoup plus les populations de professionnels à se faire vacciner. Et donc, ce qui reste dans ces parties d'en haut, c'est des interventions combinées. Donc, quand on associe l'incitation et la promotion, ben, du coup, forcément, on arrive à des taux de couverture plus importants. La diapo d'après. Donc, en conclusion, en France, on reste avec une couverture vaccinale des professionnels de santé qui sont très modestes. Les freins et les leviers sont différents en fonction des métiers. Donc, si on s'imagine une solution unique qui marche pour tout le monde, on se trompe. Vous l'avez bien compris, ce qui va motiver une aide-soignante va être différent de ce qui va motiver un médecin, et ça va être différent de ce qui va motiver un infirmier. Et donc, du coup, en fonction des métiers, on a des motivations différentes, ce qui veut dire qu'il va falloir déployer des moyens pour répondre à toutes ces motivations et pour pouvoir avoir une amélioration de la couverture vaccinale. Donc, les campagnes de prévention interventionnelle, donc celles que je vous ai montrées, qui font passer de 20 à 40% et qui ont fait leur preuve, c'est éduquer, informer, vacciner et organiser une vaccination sur place pour dire bon ben voilà, dans mon établissement, c'est organisé, ça suffit pas du tout, hein, ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller éduquer, informer et vacciner. Et donc, du coup, ce qui marche le mieux lorsqu'on n'a pas l'obligation, l'incitation, ces fameux formulaires de déclinaison, sont les équipes mobiles, là les verts, qui donc vont avoir une force de persuasion puisque on va être sur place. Donc, tous ceux qui disent je n'ai pas le temps, ben là, on a une facilité de vaccination. Il y a un temps dédié pour les équipes. Actuellement, tous les hôpitaux, tous les établissements de santé sont en tension, les équipes sont en tension, et donc du coup, le fait qu'il y ait une équipe qui vienne, qu'elle ait un temps dédié pour eux, bah, leur retour en tout cas était de se dire, bah, on a le sentiment d'être un peu considéré, et cet effet de groupe aussi, puisque quand on arrive avec une équipe mobile dans un service, donc bah, on va passer du temps au début à parler, puis après à se mettre à vacciner. Et donc, quand il y a des réticents qui étaient entre deux, qui ne savaient pas, un agent se met à vacciner, puis en fait va entraîner les autres. Et c'est ce qui va permettre d'augmenter la couverture vaccinale. Donc, en attendant les recommandations officielles, mais que nous n'aurons pas pour cette saison, ce qui marche le mieux et ce qui a été prouvé, c'est ces campagnes d'éducation, d'information et de vaccination au plus près des agents et des professionnels de santé pour que ça marche. Mais ça, pour que ça marche, il faut aussi que ça soit mis en place. Et donc, ça veut dire que les établissements, il faut qu'ils déploient quelque chose pour que ça soit mis en place. Voilà, je crois que j'ai terminé. Diapo suivante. Non, vous avez terminé, effectivement. Merci beaucoup, Dr Macaroni. Dr Ferric, je vous laisse la parole. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez cette fois-ci. Très bien. Merci pour votre présentation. Du coup, je me posais la question, est-ce qu'il y a des établissements dans la région qui ont mis en place ce que vous dites, des équipes va dans les services avec les vaccins pour vacciner, pour encourager la vaccination? On pense le faire cette année, mais est-ce que dans d'autres, ça s'est fait l'année dernière, et est-ce qu'on a des chiffres? Alors, je peux répondre pour le CHU de Tours après. Voilà, donc nous, on est à la 3e année de déploiement de cette campagne. Parmi les gens vaccinés sur le CHU, et 37% ont bénéficié de la vaccination grâce à l'équipe mobile. Les autres, c'est des autres canaux. En fait, on a 3 canaux. C'est la médecine du travail, aller à la médecine du travail. Donc, il faut que le professionnel se déplace. L'équipe mobile. Et le 3e canal, c'est vaccinez-vous entre vous dans les services. C'est celui qui marche le moins, puisqu'en fait, ils n'ont pas le temps dans les services de se vacciner entre eux. N'empêche, ce qui fait une couverture vaccinale globale à l'hôpital du CHU de Tours, qui fait pas rêver non plus, hein, mais qui est de 25%.
Mais si on enlève ces 37% vaccinés par l'équipe mobile, ça deviendrait inquiétant. Mais ça nécessite une énergie pour pouvoir avoir du temps supplémentaire de personnel pour qu'ils puissent être déployés pour pouvoir justement avoir cette équipe mobile. Donc, ce sont souvent pour nous des infirmiers retraités en fait, hein, qui reviennent sur une période donnée et qui font ça. Mais pour ça, il faut qu'il y ait un financement et donc tous les ans, c'est effectivement une discussion avec notre direction pour un arbitrage et de savoir si ces personnes vont être renouvelées ou pas. Et deuxième point, c'est qu'en fait, finalement, c'est une énergie qui va être déployée sur 4 semaines, puisque dans notre expérience, hein, je ne sais pas si ça se passe pareil chez vous, à partir du début décembre, les gens ne se vaccinent plus. Donc, toute l'énergie qui doit être déployée, c'est vraiment avant, puisque après, on a d'autres occupations, il y a Noël, tout ça, donc ils n'y pensent plus. Ou la maladie est déjà arrivée, on est dans le pic épidémique, et là, ils disent, bah, c'est trop tard, on n'y va plus. Donc, toute cette énergie, elle doit être déployée dès le début, à partir du 14 octobre jusqu'à fin novembre. Et ensuite, on a une couverture vaccinale qui devient comme sur un plateau à ce moment-là. Ok, merci. Puis je vois que ça se fait sur Gien et Sully aussi. C'est ça, avec des taux qui sont comparables et qui sont quand même mieux que les 20-25% observés. S'il n'y a pas d'autres questions. Merci beaucoup. Peut-être quelques mots de conclusion. On arrive à la fin du webinaire. Merci beaucoup déjà aux différents médecins qui nous ont partagé, rappelé aussi des données scientifiques. Hein, je pense que c'est important. On le voit aussi quand on avait fait le retour de la campagne précédente. Je rejoins ce que le docteur Macaroun indique sur le lancement de la campagne. C'est vrai que les années précédentes, il y a eu des fois un flottement entre grippe, Covid qui n'était pas synchronisé. Donc cette année, on a clairement un lancement officiel et y compris, je dirais, médiatique avec la campagne de communication de l'assurance maladie qui démarre le 14 octobre. Et c'est vrai que, j'allais dire, il faut mettre le paquet à partir du 14 octobre et s'y préparer dès maintenant. Hein. Je pense notamment sur l'organisation de la vaccination pour les professionnels de santé, mais également finalement aussi pour toutes les personnes, je pense notamment à celles qui reçoivent les bons assurance maladie. Hein. C'est vrai que les bons commencent déjà à arriver, donc on voit qu'on a déjà un petit décalage entre le bon qui est arrivé à la maison, la campagne qui démarre le 14, les commandes et les livraisons là qui sont en cours pour grippe et Covid, et qui a vraiment l'enjeu de pas attendre, comme on a vu l'année dernière finalement, des rebonds de vaccination qui avaient lieu au même moment que le pic de l'épidémie. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait sans doute une épidémie d'importance l'année dernière. Donc effectivement, je sais que déjà si vous êtes présent au webinaire, c'est que le sujet vous intéresse, donc c'est je dirais un très bon point et on sait que vous êtes mobilisés. Voilà, l'enjeu c'est effectivement que l'ensemble des professionnels, des organisations, il y a plusieurs URPS qui sont connectés et on sait à l'ARS que vous êtes mobilisés sur ces sujets. Mais voilà, je pense qu'il faut tous qu'on travaille collectivement pour porter un message commun dans nos différents réseaux et en tout cas côté ARS, hein, on essaiera d'être au maximum à côté de vous en soutien et n'hésitez pas à nous solliciter pour être relais de telle ou telle action. Effectivement, il y a beaucoup d'initiatives, hein, il y en a quelques-unes là qui ont été évoquées, pour aussi qu'on puisse s'en faire le relais et voir aussi comment on peut vous soutenir. Mais en tout cas, c'est un élément important en termes de prévention individuelle, mais ça on le sait, de collective en termes de santé publique, on le sait également, mais aussi de tension, hein, sur le système de santé. Donc je dirais, et je pense notamment aux professionnels de santé, hein, on sait quand arrive en fin d'année ou les périodes des fêtes, quand il y a les congés, on est moins nombreux, c'est déjà compliqué toute l'année, qu'en plus il y a une campagne, et alors qu'on aurait pu atténuer et lisser un peu les courbes avec de la vaccination, je pense qu'on a tous intérêt à y gagner et à jouer collectif.
Donc, merci beaucoup pour votre présence. Donc, la présentation, elle sera rediffusée. On remettra aussi le replay en ligne parce qu'on sait effectivement c'est compliqué pour les professionnels aussi de prendre ce temps et se connecter. Et puis, on reste bien sûr à disposition et les différentes équipes de l'ARS au niveau des délégations départementales pour être à vos côtés. Merci beaucoup et bon après-midi, bon week-end.